je vais commencer par vous faire un focus en fait justement sur les besoins de compétences. On échangera ensuite sur justement comment ça se traduit pour l'entreprise en termes de choix justement de comment monter en compétences et de la problématique de guerre des talents auxquels l'entreprise se retrouve confrontée. On échangera aussi sur la transformation plus structurelle du marché de l'emploi. Et on fera un focus avec Olivier pour vous montrer justement un dispositif innovant d'émergence entrepreneuriale et son mode de financement. Et puis, on reviendra après justement sur comment aujourd'hui notre perception des pivots qui sont en train de s'organiser dans les partenaires de la formation de façon à voir comment aujourd'hui ils peuvent adresser les besoins de chacun. Donc, si on regarde aujourd'hui les besoins de compétences, déjà, la première chose, je pense que ça ne vous a peut-être pas échappé, mais je l'ai remis, c'est quand même assez impressionnant de voir que dès 2021, en fait, on prévoit dès cette année un rebond de l'emploi qui nous permettrait même d'être en croissance de l'emploi avant crise. C'est-à-dire qu'on retrouverait les chiffres de croissance de l'emploi avant crise sanitaire, avec une création nette de plus de 30 000 emplois. Donc, c'est quand même assez, c'est vrai, surprenant de se dire que moi, je n'ai jamais connu une crise où le rebond était aussi rapide. Pourquoi ce rebond, en fait, il est aussi rapide? Parce qu'il est soutenu déjà par des investissements privés extrêmement forts. En 2020, juste pour redonner un focus, il s'est levé plus de 5,4 milliards auprès des fonds d'investissement. C'est une augmentation de plus de 7%. Je pourrais l'agrémenter, je ne l'ai pas fait, mais si on faisait un focus de l'argent qui a été élevé en bourse, ça serait de la même façon. Les montants ont été extrêmement élevés. Le financement privé est extrêmement actif, auquel aujourd'hui vont s'ajouter structurellement, puisqu'on a bien compris qu'ils n'étaient pas encore arrivés, un plan de relance en France de 100 milliards qui a une visée très concrète d'une création d'emplois de 160 000. Et vraiment, le plan de relance a des objectifs concrets en termes de création d'emplois. C'est assez intéressant. Ce plan d'emploi se distribuant sur 3 piliers, le numérique, l'économie numérique, l'environnement et la relocalisation industrielle. Enfin, la relocalisation, pas que la relocalisation d'ailleurs, le redéploiement industriel, parce que c'est aussi de l'implantation tout court. Donc, comment ça se traduit plus concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vient sur une vague de fond qui est celle de la transformation des métiers. C'est-à-dire que les technologies, ce qu'on appelle les BNIC, biotech, nanotech, sciences de l'information et sciences cognitives, c'est la cohabitation d'ailleurs de ces 4 briques d'innovation technologique qui font qu'il y a une montée en puissance, notamment de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui, dans les projections d'études, montre que la productivité mondiale pourrait augmenter de 40% et pourrait créer jusqu'à 21 millions d'emplois. Alors, on sait bien que c'est de la création d'emplois, ce n'est pas de la création nette, puisque nous sommes dans un mouvement de destruction créatrice. Ce que je n'arrive pas à évaluer, c'est parallèlement à ça, combien d'emplois seront détruits aussi par cette partie. Mais en tout cas, la technologie crée l'opportunité aujourd'hui de créer 21 millions d'emplois. Et ça veut dire que et c'est vrai que les premières études l'ont monté, c'est 85% de métiers en 2030 qui seraient transformés parce qu'ils n'existent pas encore. Parce qu'on est vraiment dans une transformation structurelle de tous les métiers. C'est-à-dire que ce n'est pas la création d'un nouveau métier au sein de l'entreprise qui serait l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des métiers de l'entreprise qui vont intégrer de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une transformation énorme en termes c'est une transformation énorme de l'emploi. Si on regarde un peu plus, les études, et notamment l'Europe, a commencé à produire les premières études pour pouvoir regarder aujourd'hui ce qui s'y passe. Là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle ouvre en fait une perspective de croissance extrêmement forte.
de croissance économique, puisque ça veut dire que les acteurs vont gagner en productivité et en croissance en intégrant cette technologie. Mais parallèlement à ça, ça suppose aujourd'hui de pouvoir monter en puissance sur cette compétence, et cette compétence qui est transverse. Aujourd'hui, il y a une étude européenne qui est sortie au mois de mars de la Commission européenne qui montre qu'en fait, en Europe, globalement, on a aujourd'hui 42% de taux d'équipement en intelligence artificielle dans les entreprises. En France, 36%, donc un léger retard en France. Et par contre, quand on commence à rentrer plus dans justement l'interrogation des entreprises, c'est 45% des entreprises témoignent d'un manque de compétences en interne et le sujet est double, c'est-à-dire qu'il y a un problème de compétences internes et de capacité à pouvoir aller s'emparer de cette nouvelle compétence, et un deuxième sujet qui est la difficulté à recruter sur ces profils qui ont des compétences adaptées, et donc de la capacité à avoir formé en nombre suffisant et à avoir aujourd'hui des compétences qu'on puisse capter à l'intérieur de l'entreprise. Et là, en fait, quand on regarde ce sujet de l'intelligence artificielle, on voit qu'on est pris, en fait, dans une grande concurrence internationale. Et en plus, la crise du Covid, elle accentue cette partie-là. Et donc, elle crée des tensions salariales, en fait, énormes sur ces métiers. Par quoi? Parce que cette concurrence internationale, pour vous citer un exemple concret, je suis centralien, X, etc., toutes nos écoles de série A, qui sont reconnues vraiment de manière internationale, où on sait aujourd'hui, enfin, toutes les entreprises savent qu'il y a aujourd'hui des superbes compétences en France sur ces savoir-faire. Ces étudiants reçoivent aujourd'hui des offres qui sont à 2,5 fois supérieures sur des marchés anglo-saxons et même sur aujourd'hui des marchés directement très limitrophes, par exemple comme la Suisse. On me rapportait hier que, par exemple, un centralien avec des compétences sur l'intelligence artificielle a été recruté par une entreprise suisse avec une proposition à 160 000 € en sortie d'école. Aujourd'hui, salaire d'un centralien sorti d'école en France, on est à 45 000 € à tout casser. 45, 50 packagés. Donc, il y a une distorsion en fait qui sont énormes sur ces tensions-là. Donc, après, heureusement, il y a d'autres savoir-vivre, mais il y a des logiques de rétention, mais on est quand même dans cette concurrence qui est extrêmement forte. Donc, aujourd'hui, les besoins d'adaptation, j'ai remis l'étude d'IBM, sont colossaux. Et parallèlement à ça, on est pris dans une concurrence internationale où, en plus, l'accélération, notamment du remote, fait que les sujets de frontières, en plus, vont être de moins en moins prégnants dans la concurrence sur l'emploi. Et donc, ça, c'est le premier sujet sur le besoin de compétences est bien sur ce sujet-là, mais la concurrence est extrêmement forte. Le deuxième pilier aujourd'hui qu'on voit comme en termes de besoin de compétences, c'est celui de la transition écologique. Bizarrement, c'est un de ceux dont on parle le moins, alors qu'aujourd'hui, les enjeux de transformation sur réussir à être dans les accords qui ont été signés sur la loi climat poussent à des révolutions technologiques majeures pour réussir à atteindre la neutralité carbone. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'investissement, donc il y a de l'investissement public qui est prévu. Au niveau européen, c'est 1 000 milliards d'euros sur 10 ans, et je crois qu'ils sont en train de réviser ce pacte vert dont on commence à entendre vraiment parler. Et puis, si on regarde, il y a en plus, je veux bien aller sur la slide suivante, il y a le plan de relance français qui va consacrer 30 milliards sur cet aspect transition écologique.
Si on regarde le plan de relance américain, c'est encore plus fort avec eux une volonté de créer 10 millions d'emplois sur la transition écologique. Et parallèlement à ça, pareil, un circuit privé qui est extrêmement actif sur le plan des clean tech, green tech, agri-tech. Je vous ai donné, j'ai relevé cette année sur le plan des startups clean tech, ont levé en 2020 1,4 milliard. Sur les 5 dernières années, c'est plus de 5 milliards qui ont été levés. Donc, on voit bien qu'il y a une dynamique d'investissement qui est extrêmement forte sur cette partie. De façon à éclairer aussi le propos, je vous ai mis aussi au-dessus un petit graphique de façon à ce que vous puissiez voir ce dont on parle à l'intérieur. Donc, vous avez à la fois des logiques d'énergie, de stockage, d'écomobilité, d'efficacité énergétique, d'économie circulaire, d'agriculture durable. C'est les gros piliers. Après, vous avez chimie verte, l'eau, le sol. Donc, on voit bien que c'est là où aussi se situent les enjeux de création d'emplois et de montée en compétences majeures, en tout cas. Vu de ma fenêtre, moi, je vois des enjeux de création d'emplois et de transformation de l'emploi qui sont majeurs et dont on est seulement aux prémices par rapport même au sujet de l'intelligence artificielle, parce qu'on en entend moins parler et pourtant, ces sujets-là vont devenir ceux qui vont accélérer le marché de l'emploi très fortement. Avant de laisser passer la parole à Thomas, Damien, je te pose quelques questions sur ta partie. Oui. Ça te va? Donc, première question que j'ai notée, c'est selon toi, quel est l'impact du vieillissement en Europe et des besoins, du coup, notamment en service à la personne? Vous me tendez en fait un truc qui est formidable. C'est que j'avais oublié d'ailleurs dans mon point parce que je l'ai noté plus dans mes notes à côté à vous partager. En fait, c'est vrai que l'Europe, c'est une économie c'est une démographie qui devient une démographie de cheveux blancs, qui, en fait, du coup, où lire ce sujet, en fait, d'ailleurs, des compétences sans regarder ça, c'est un point structurellement qui est fondamental. Parce qu'en fait, cet impact du vieillissement de la population, il a un impact à la fois sur les sujets de compétences dont je viens de parler, qui est globalement aujourd'hui, on ne va pas pouvoir, en se basant seulement sur la France, même sur l'Europe, pourvoir notre besoin en compétences. Donc aujourd'hui, le sujet de l'immigration qui n'est pas politiquement correct en ce moment, puisque c'est un sujet qui fera encore des débats extrêmement importants et des cristallisations de tensions extrêmement fortes en France, il va falloir réfléchir en Europe à comment on va faire appel à une immigration pour pouvoir avoir notre besoin de compétences. Autrement, on sera un superbe exportateur de talents vers d'autres économies et pas forcément un magnifique importateur. Ce qui rejoint d'ailleurs sur des besoins, vous parliez des besoins de service à la personne, mais on pourrait parler de toute l'économie aujourd'hui des métiers essentiels. Moi, j'ai des clients, notamment des gros acteurs de la restauration qui vont réouvrir dans quelques semaines, qui avaient déjà des besoins de plan de recrutement à plus de 15 000 personnes par an qu'ils n'arrivaient pas à pourvoir. Inutile de vous dire qu'avec la crise, ces métiers-là vont avoir encore plus de mal à recruter parce que beaucoup de gens ont organisé, que ce soit dans la restauration, dans l'hôtellerie, beaucoup de personnels qui étaient déjà dans ces métiers se sont organisés pour aller sur d'autres métiers. Donc, c'est le cas aussi du service à la personne. Moi, j'accompagne un des grands acteurs de service à la personne, qui est le groupe Academia, que ce soit dans l'éducation ou dans la partie ménage. Le besoin d'immigration aussi sur ces sujets-là va s'en sortir. Alors, est-ce que ça sera… Parce que l'immigration, c'est un mot, c'est intéressant. Structurellement, sur un siècle, on était plutôt sur de l'immigration intra-territoire, c'est-à-dire de région vers Paris en France. Maintenant, on pourrait imaginer une immigration intra-européenne, mais certainement, il va falloir aussi réfléchir plus à une échelle plus globale. Donc, ce sujet-là, en plus, rejoint des enjeux de problématiques de climat aussi. Donc, ces sujets-là vont devoir être regardés à travers aussi
un sujet moins passionnel que celui du sujet politique, mais des sujets aussi de démographie et de capacité à pouvoir construire des économies. En complément là, de ce que vient de dire Damien, donc sur la thématique du service à la personne dans le domaine de la santé, c'est un sujet que je connais bien puisqu'en fait on porte deux projets dans ce secteur-là. En fait, si vous voulez, par rapport à l'emploi, il y a plusieurs tendances de fond. Donc, il y a le vieillissement de la population que vous avez cité, certes, mais en France, on a aussi d'une part, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en France, c'est vraiment une tendance mondiale, une explosion, une véritable explosion en fait des maladies chroniques, que ce soit l'obésité, les maladies du rein, etc. On a également une explosion des maladies neurodégénératives qui font que les besoins en service à la personne, ils vont exploser dans les 5 à 10 prochaines années. En plus, dans ce contexte-là, je crois que c'était en 2016, on a une révision de la loi de la santé en France qui est en train de changer en profondeur la façon dont est organisé le parcours du patient sur le territoire. Jusqu'à encore très peu de temps, tout était orienté sur l'hôpital. Aujourd'hui, l'État, à travers l'Agence régionale de santé, la Haute Autorité de santé, etc., pousse véritablement le secteur à se transformer et à mettre en place des parcours décentralisés sur le territoire en s'appuyant du coup sur les médecins généralistes, en s'appuyant sur d'autres acteurs privés pour désengorger les hôpitaux et proposer une autre forme de service. Du coup, dans ce contexte-là, on a des besoins qui vont exploser et en même temps une reconfiguration de la santé qui vont créer, j'en suis convaincu, un nombre extrêmement important d'opportunités pour l'emploi dans ce secteur-là. On le voit, on le voit aussi, alors c'était vrai déjà avant la crise, hein, le nombre de startups dans le domaine de la santé explose littéralement. Voilà, les levées de fonds, je crois que alors c'est pas mal tiré par les pharmatech, mais dans le domaine de la santé, voilà, est considérable. Je n'ai pas les chiffres, mais peut-être que Damien les a. Mais en tout cas, c'est clair que dans ce secteur, il y a une pression qui va se faire qui va être de plus en plus forte. Toutes les problématiques du vieillissement, en effet, par rapport à la démographie, vont être aussi une grande source de vivier d'emploi, qui pose après des problématiques de solvabilité et d'économie, hein, mais notamment si aujourd'hui on a un déséquilibre démographique, c'est-à-dire sur le financement autrement de ces besoins d'accompagnement de plus en plus grands de nos populations vieillissantes. Je rebondis sur ce que disait Damien avant qu'on prenne cette tangente intéressante sur le volet pyramide des âges. Damien parlait d'une concurrence internationale sur les emplois. Plus globalement, j'ai envie de dire que la guerre des talents a changé de camp. Quand on dit guerre des talents, quand on le lit dans la presse généraliste, elle formule généralement la problématique comme étant les entreprises se battent pour récupérer les meilleurs, et pour récupérer les meilleurs, ils leur offrent un certain nombre d'éléments de qualité de vie, soit de services complémentaires à l'intérieur des entreprises qui vont leur faciliter la vie et les rendre attractives. Mais ça, c'est un peu le combat d'avant-hier. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème d'inadéquation de l'offre et de la demande d'emploi. Et non pas parce que les actifs, les travailleurs, n'ont pas les bonnes compétences ou n'ont pas ce que cherchent les entreprises, mais parce que les entreprises ne savent pas identifier, ne savent plus lire les parcours des individus et voir ce qu'elles peuvent en faire. On avait travaillé pour Pôle emploi en 2017 sur ce sujet-là, et la conclusion de l'étude, c'était que le problème venait du fait que les entreprises étaient en retard sur l'anticipation de leurs besoins et leur capacité à les formuler d'une manière qui était attractive ou même qui était intelligible par les actifs. Et du coup, les actifs se débrouillent autrement que de passer par les entreprises.
Donc, il passe par des formes alternatives au salariat. Effectivement, il change de pays par rapport à la France, etc., etc. De façon générale, on voit aussi que le mode de fonctionnement salarié, avec ce côté finalement très par abonnement, où je vais venir dans ton entreprise, je sais quel montant je vais avoir à la fin de chaque mois, et face à ça, je ne sais pas très bien quelles vont être tes demandes, parce qu'en tant que manager, cette fois, et non pas que employeur, je ne sais pas très bien ce que tu vas me demander dans un monde extrêmement évolutif, extrêmement volatile. Donc, il y a un moment où je me dis, le deal négocié à un instant T, il n'est pas forcément pérenne, il n'est pas forcément durable. Et on peut avoir l'un et l'autre, employeur et employé, le sentiment régulièrement que c'est déséquilibré, que c'est asymétrique, que ça avantage l'un par rapport à l'autre. Mais le droit du travail fait qu'il n'y a pas de capacité à renégocier ça. Tant mieux d'une certaine façon, parce que sinon, évidemment, le rapport de force étant ce qu'il est, ce serait à l'avantage du plus fort, ce serait à l'avantage de l'employeur. Et donc, pas mal de gens proposent d'en sortir en disant, mais finalement, plutôt que d'occuper ce poste en tant que salarié, je te propose, employeur, de négocier mon départ et ensuite de retravailler pour toi, mais dans une forme, cette fois-ci, plus libérale. Donc, est-ce que je suis un freelance? Est-ce que je suis en portage salarial? Est-ce que je suis… j'en sais rien, il y a plein de façons, il y a plein de statuts pour le faire, mais je veux bien continuer à faire la même chose, mais pas en étant avec un lien de subordination, avec le droit du travail. Je préfère être avec le droit des contrats. Et la crise sanitaire dont nous ne sommes toujours pas sortis, même si la date officielle de désincarcération se profile, a eu un effet aussi intéressant, qui est que les gens se sont trouvés du jour au lendemain à travailler de chez eux et à s'apercevoir que quand ils travaillent de chez eux et qu'ils n'ont pas soit un manager, soit des procédures, soit des choses à suivre, parce qu'on a tous un peu improvisé cette manière de travailler de chez soi, qu'on a appelé abusivement télétravail, mais qui n'en est pas, les gens ont trouvé des façons de s'organiser. Et ils se sont dit, mais finalement, dans cette façon de m'organiser, je découvre une liberté, un pouvoir, une autonomie que je ne me connaissais pas. Et je découvre aussi que je peux travailler d'une manière assez différente en termes d'horaire, en termes de avec qui je choisis de travailler parmi mon écosystème professionnel, que ce soit interne ou externe, que ce soit des collègues, que ce soit des sous-traitants, que ce soit des clients. Je peux nouer avec eux des relations un peu différente de la manière dont je le faisais. On peut être beaucoup plus dans la parité, on peut être beaucoup plus dans l'élection, dans la cooptation réciproque, etc., plutôt que dans tu dois travailler avec lui parce que c'est lui le responsable de ce département-là. Oui, mais comme il n'apporte rien à part faire le beau en réunion, je n'ai pas besoin de l'inviter à mes réunions. Donc, ça a abouti à des situations parfois dramatiques de souffrance au travail où des gens se sont aperçus qu'ils étaient exclus ou ont pris conscience qu'ils n'étaient pas très utiles, mais d'autres se sont organisés différemment. Et ça n'a fait que renforcer cette idée de dire il doit y avoir des trajectoires de carrière qui peuvent être assez différentes, même en restant à l'intérieur de l'entreprise, même en restant dans le salariat. Je dois pouvoir dire à mon employeur, écoute, j'ai envie de prendre ça en charge, de ne pas travailler le vendredi parce que c'est une journée que je vais passer avec ma famille, etc., etc. Je te propose de m'organiser comme ça. Est-ce que ça te va? Et si l'employeur dit ça ne me va pas, ce n'est pas les procédures, ce n'est pas comme ça ta fiche de poste, l'employé a découvert aussi qu'il avait une grande capacité à dire ouais, d'accord, mais c'est comme ça et pas autrement, tu vas faire quoi? Parce que je peux très bien me mettre en arrêt maladie en période de Covid, parce que je peux très bien ne pas retourner au bureau en alléguant que c'est parce que les conditions d'hébergement des collaborateurs sur site ne répondent pas aux normes sanitaires. Et puis, de toute façon, moi, je vais travailler comme ça et tu constates que ça ne nuit pas à l'atteinte de mes objectifs, à la productivité du poste. Tu ne peux pas m'attaquer sur l'inefficacité ou la nuisance que ça aurait envers l'entreprise. Le seul truc qui te gêne, c'est l'insubordination. Ouais, je t'emmerde. Et face à ça, c'est vrai que les employeurs sont démunis à partir du moment où ce que fait la personne est assez difficilement remplaçable par quelqu'un d'autre. Et même quand c'est le cas, quand c'est de la tâche commoditisée, à ce moment-là, généralement, les collaborateurs font front commun. Et on retombe dans une négociation sociale un peu collective, un peu dure à la traditionnelle. Donc, il y a un vrai sujet de flûte. Comment je fais quand mes salariés ne veulent plus travailler comme ça? Et il y a un sujet sur lequel je voudrais faire un focus parce que ça fait écho à ce que disait Damien tout à l'heure. Damien a beaucoup parlé d'intelligence artificielle en le prenant comme exemple il y a peut-être un décrochement entre les compétences attendues et les compétences offertes. Et il a dit aussi, on s'attend peut-être, il y a ce marronnier de la robotisation va détruire des emplois, mais on s'attend peut-être à une création nette d'emplois. Nous, on a pas mal travaillé sur le sujet et on sait qu'un des sujets qui reviennent dans cette négociation employeur-employé sur « je ne veux plus travailler comme ça »
et je te demande, employeur, de changer la manière dont tu me fais travailler. Sinon, j'irai ailleurs, dans un autre pays, dans un autre secteur, dans une autre entreprise, dans une forme de travail coopératif entre individuels, entre freelance, que nous sommes en train d'imaginer. Un des sujets, c'est la robotisation, c'est le fait de dire j'aimerais bien être immune à la robotisation. Garantis-moi que mes tâches vont être immunes à la robotisation. Sinon, j'irai dans une boîte qui me le garantit ou je la construirai. Ce qui nous amène à la planche suivante. On s'est aperçu, et ça c'est une étude qu'on a faite avec le fonds Métamorphose, il y a des qualités qui ne sont pas robotisables, et pas parce que l'état de la technologie ne le permet pas, parce que le principe même d'une intelligence artificielle ne le permet pas. Ce ne sera vraisemblablement jamais robotisable. Ou alors on est vraiment dans la science-fiction, dans ce qui n'est pas aujourd'hui une prolongation de courbe de ce qu'on sait faire. Ce serait peut-être le cas avec, j'en sais rien, des cerveaux humains qui seraient devenus immortels, j'en sais rien, mais dans l'état actuel de ce qu'on sait faire, un algorithme ne saura jamais le faire. C'est tout ce qui est créatif, tout ce qui est sur l'interprétation de l'état émotionnel d'autrui, tout ce qui est la création d'un lien de confiance, tout ce qui est la capacité à emporter la conviction. Une intelligence artificielle, elle peut informer, mais elle ne peut pas vous amener à décider. Tout ce qui est l'enthousiasme, tout ce qui est le leadership, tout ce qui est la capacité à faire plusieurs choses à la fois, paradoxalement. On peut penser que les ordinateurs sont capables d'avoir plein de processus qui courent en même temps, mais en vrai, c'est des processus décorrélés. Être capable de faire plein de choses en même temps et de voir la big picture qui les réunit, ça, c'est une qualité strictement humaine. Tout ce qui est adaptabilité, au sens adaptabilité au contexte. On est dans un contexte éminemment mouvant, il faut s'adapter à plein de contraintes différentes, pas forcément programmables, il n'y a pas de code de la route. Ça, c'est plutôt une qualité humaine à ce jour. Tout ce qui est, j'étais dans la conviction, si je réunis conviction et émotion, tout ce qui est éloquence, etc., etc. De ce fait, on peut également inférer qu'il y a des métiers qui ne sont pas robotisables. Tous les métiers créatifs et artistiques. Les métiers de prise de décision stratégique. L'instruction du dossier peut être robotisée, mais le fait, face à toutes les options, de dire « je m'engage, je décide, nous allons suivre ça et j'en assumerai les conséquences », c'est un protocole cérébral purement humain. Tout ce qui est métier complexe, qui intègre du politique, de l'émotionnel, du rationnel, etc. La diplomatie, la conception d'architecture, etc. Les rôles de management, les métiers de l'éducation et de la santé, le métier de développement, les ordinateurs ne sont pas bons pour développer de nouveaux ordinateurs, etc. Et une qui m'amuse beaucoup, parce qu'on dit souvent que la robotisation, elle est pour les tâches commoditisées, elle est pour les tâches commoditisées administratives. Mais une tâche comme le ménage, qui inclut le multitasking, qui inclut l'adaptabilité, etc., en fait, elle est très difficile à robotiser. Un robot, il sait peindre une cloison. Mais peindre une cloison tout en nettoyant la moquette, tout en s'assurant qu'il a bien contourné le meuble ou qu'il l'a bien déplacé, etc., c'est trop compliqué pour lui parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un meuble, il ne sait pas ce que c'est qu'un mur. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des métiers à inventer et qu'à partir du moment où on a élagué des métiers existants, toutes les tâches qui ne sont pas dans cette liste-là, il reste quand même un paquet de métiers qui ne sont pas robotisables, il reste des fragments de métiers qui ne l'étaient pas, mais il y a aussi des métiers qui vont émerger. Il y a des contrôleurs aériens aujourd'hui sur les appareils pilotés, il peut y en avoir un demain sur les drones. On nous dit que voilà, il va y avoir des flottes entières de camions autoconduits qui vont occuper les autoroutes et qui vont assurer la logistique. Il y a une supervision à faire de cette flotte. Il y a des métiers autour de l'éthique. Et on voit qu'aujourd'hui, les directions de l'éthique dans les entreprises ne sont plus simplement deux mecs dans un placard qui lisent un peu de philo, beaucoup de réglementation et qui proposent des orientations. Ça devient des directions de moyens qui lancent des projets de management, des projets autour du purpose, de la raison d'être, de la loi pacte des entreprises, etc. Il y a sûrement des métiers qui émergent autour de la raison d'être. Il y en a un auquel je suis assez attaché, c'est le personal data broker. On est tous un peu inquiets de les GAFA collectent nos données, on ne sait pas très bien ce qu'ils en font. Individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? À part ne pas lire les conditions générales, cliquer « Je suis d'accord » et là, pouvoir accéder à la plateforme qui est devenue incontournable pour faire à peu près tout, y compris une existence citoyenne et administrative. Mais si demain, des collectifs, des fédérateurs disent « Voilà tous les gens qui m'ont confié leur data », avec des usages individualisés. Moi, je veux bien que ma data, elle serve à de la recherche sur la propagation du Covid, à condition qu'elle soit anonymisée. Moi, je veux bien, je ne sais pas quoi, que mon cas personnel serve
à identifier des statistiques sur les parcours d'emploi, etc., etc. J'ai collecté tout ça, j'ai mis les gens dans des tribus d'usage. Maintenant, je peux aller négocier en leur nom vis-à-vis des GAFA ou d'autres en disant, voilà, j'ai ici un échantillon de 24 337 sets de données individuelles anonymisées, avec pour chacun une règle précise sur ce que vous pouvez faire dessus. Est-ce que ça vous intéresse, Facebook, Google, etc. Ça, c'est un métier émergent. On est en train de travailler avec AXA sur le fait de proposer ce type d'offre à leurs clients. Mais voilà des métiers qui émergent de l'intelligence artificielle. Et pour aller beaucoup plus loin, on a carrément produit ce diagramme qui permet de dire, aujourd'hui, quand on formule en tant que chercheur d'emploi le poste pour lequel on postule, ou en tant que DRH ou que recruteur, Damien, pour proposer un poste, on regarde généralement la dimension du haut, dans quel secteur, et la dimension du bas, dans quelle fonction de l'entreprise. Mais si on croise avec les deux autres dimensions, droite et gauche, comment c'est impacté par telle ou telle technologie, et on retrouve les BNIC que nous évoquait Damien, et comment ça se connecte avec les disruptions qui sont en train de frapper le monde actuellement, alors on est capable de formuler des métiers complètement nouveaux, complètement innovants, complètement invulnérables à l'intelligence artificielle, et où là, on est en train de renégocier un dialogue employeur-employé sur des bases qui sont modernes. Et c'est comme ça qu'on peut sortir du deadlock de je ne sais pas formuler des offres d'emploi auxquelles je vais avoir des candidats intéressants, et quand je reçois une candidature, je ne sais pas l'interpréter pour la faire rentrer dans mes cases. Formulez donc les cases comme celle-là, et là, vous arriverez à avoir à nouveau des collaborateurs qui… vous arriverez à nouveau avoir un dialogue sur le vrai sujet. Le vrai sujet qui est quels sont les métiers de demain. Par définition, on ne les sait pas. Vous n'allez pas les inventer unilatéralement. Vous allez les inventer par le dialogue entre vous. Ce qui nous amène au circuit de décision de l'entreprise. En gros, aujourd'hui, la décision d'emploi, c'est j'ai un besoin généralement quantitatif. Il me faut 3 comptables, il me faut un commercial qui parle espagnol et il me faut un développeur Python. Et fort de ça, je rédige une fiche normative, je la balance sur le marché, je la balance sur Monster ou je la balance si je suis un peu plus intelligent à quelqu'un comme Damien. Et en échange, j'attends quelqu'un qui va passer dans un gabarit. Aujourd'hui, les compétences dont vous avez besoin, elles ne se lisent plus sur un CV pour 2 raisons. La première, c'est que la plupart des compétences dont vous avez besoin, elles ne peuvent pas déjà exister sur un CV parce que les gens, à nouveau, sont sur des métiers qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'être inventés, qui sont en train d'être détourés. Donc, vous ne le lirez pas sur un CV. C'est les blagues, les mêmes qu'on voit passer sur il cherche quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans une technologie qui a été créée il y a 6 mois. Mais outre ça, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ça n'est plus de chercher uniquement des compétences au sens savoir-faire et même savoir-être. Vous avez besoin de chercher des gens qui vont s'articuler dans un projet collectif. Donc, vous avez besoin de travailler sur leur motivation, sur leur moteur, sur leur carburant, c'est-à-dire sur leurs appétences. Et vous avez aussi besoin de travailler sur leur rôle de connexion avec les autres. Dans mon équipe, j'ai besoin de quelqu'un qui rassure. Dans mon équipe, j'ai besoin de quelqu'un qui trouve des solutions aux problèmes. Dans mon équipe, j'ai besoin de quelqu'un qui emporte et qui entraîne avec lui. Et ça, c'est des choses qui sont même au-delà du savoir-être. Le savoir-être, c'est la prise de parole en public, c'est la résolution de problèmes complexes, etc. Là, on est sur des choses qui relèvent de la personnalité et qui sont, oui, d'accord, il y a des MBTI, il y a des machins, mais le MBTI, il va vous introduire les biais du test. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir les biais de votre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Donc ça, vous allez avoir besoin d'avoir une explicitation, une conscientisation de ce que vous cherchez qui aille très au-delà de ce que vous faites aujourd'hui. De plus, les gens qui vont pouvoir satisfaire votre demande, votre besoin de remplir une case, ne vont plus nécessairement être des salariés. Il y en a certains, ce sera des robots, et il y en a certains, ce seront des gens qui refuseront le salariat, mais qui voudront bien bosser avec vous, qui donc auront un pouvoir de négociation de leurs conditions de travail, de leur moment de travail, de leurs modalités de rémunération, pas forcément le montant, mais les modalités, quelle indexation sur du variable, etc., qui vont être extrêmement différents. En ce moment, on est en train de faire le plan stratégique d'une boîte qui fait de la rémunération variable, qui fait de l'algorithmique de la rémunération variable, pour vous permettre, vous employeurs, de prévoir l'enveloppe sans grosse dérive, et aussi d'enlever tous les biais cognitifs qui font que les gens qui ont une rémunération variable sont pas sots, ils savent hacker le système pour maximiser leur rémunération variable, sans forcément maximiser leur effort. Ces braves gens,
nos clients qui font leur plan stratégique, nous ont demandé explicitement de travailler sur ce sujet-là en disant demain, la rémunération variable ne sera pas qu'un salaire. Elle va aussi être des success fees pour des prestataires. Et puis, surtout, et c'est mon dernier point, le management n'est plus l'affaire strictement de poser des principes au niveau de la DRH et de les incarner au niveau des managers. Le management est devenu quelque chose de complètement diffus dans les entreprises, où les managers managent leurs managers de plus en plus, et où, globalement, il y a une culture du management qui est extrêmement diffuse et répartie dans l'organisation. Et donc, ça veut dire que la manière dont vous allez intégrer dans vos équipes des nouveaux collaborateurs va devoir être très largement partagée au sein de l'organisation. Donc, il va falloir sans doute que les processus de recrutement, que les parcours d'entretien, etc., soient beaucoup plus longs, que beaucoup plus de personnes soient rencontrées. Et donc, pour raccourcir le temps, il va falloir que ce soit collectif. Bref, le processus de recrutement, d'inboarding, de période d'essai va être de plus en plus fondu dans une espèce de démarche assez réciproque de apprenons à nous connaître et trouvons la bonne distance qui n'est peut-être pas le salariat, qui va nous permettre de travailler ensemble, probablement pas de manière exclusive. En d'autres termes, il y a une évolution des mœurs au niveau de l'emploi. On est de moins en moins vers le mariage à vie, on est de plus en plus vers une espèce de polyamour extrêmement compliqué, diffus et évolutif, donc bien malin qui saurait prévoir les conséquences réglementaires, sociétales et en termes de rémunération. Je vais juste appuyer rapidement le propos de Thomas sur 2 points. Le premier, c'est qu'en effet, ce qu'on voit, c'est une très forte montée de l'entrepreneuriat et des indépendants. 4 millions de mandataires sociaux en France et 3 millions d'indépendants. Il se rajoute aujourd'hui plus de 4 millions de cadres dans le privé, qui est la population qui a fait le bond le plus fort dans l'entreprise. Dans le mouvement notamment pris par justement ces gens, les personnes qui sortent aujourd'hui du marché du contrat de travail classique, on voit qu'il y a 2 mouvements très importants là-dedans. Il y a un mouvement qui est bien sûr ceux qui le subissent, qui sortent du marché de l'emploi parce qu'ils ne retrouvent pas des emplois tels qu'ils ne les exerçaient avant, ce que disait Thomas, parce qu'il y a trop de concurrence, des disruptions de métiers, des transformations. Je ne sais pas, moi je travaille par exemple, je suis expert des métiers de la communication, du marketing, c'est le cas. Et du coup, en fait, l'indépendance est souvent un moyen de réadresser en fait ses compétences à travers plusieurs entreprises ou à travers des missions temporaires. Donc, en fait, il y a de la recréation d'emplois par cette capacité à l'adresser différemment. Et puis, on a un deuxième mouvement dans le management de transition où c'est au contraire des gens qui ont des très fortes compétences qui sont extrêmement chassées puisque le marché se concentre toujours un peu sur les mêmes talents et notamment dans l'IT où beaucoup de gens basculent en indépendant en disant en fait, je monétise mieux mon indépendance, ma compétence, ma liberté. Donc, je préfère aujourd'hui passer à travers un statut indépendant. Nous venons de travailler pour une structure de l'IT d'un grand distributeur où aujourd'hui, sur 600 salariés, ils avaient, enfin 600, pardon, justement, pas 600 salariés, 600 personnes, ils avaient 80% d'indépendants. Donc, ça montre à quel point l'emploi est en train de bouger sur cette partie. Et en effet, je rejoins Thomas, c'est très intéressant, Thomas, de t'entendre parler sur nos sujets de recrutement, parce qu'en effet, nos enjeux aujourd'hui, à nous, c'est de savoir lire au-delà du CV, de savoir lire au-delà de la trajectoire lisible, et donc de voir les comportements, les motivations, les manières de raisonner, et de mieux comprendre les entreprises pour leur apporter des talents qui, en fait, vont savoir se développer. C'est sûr qu'on est face à cet enjeu. Et cet enjeu-là, en fait, je vais m'en appuyer pour donner la transition et transmettre la parole à Olivier, fait que, en fait, on le voit bien, on est en train de pivoter sur un accompagnement qui est de moins en moins d'ailleurs sur la formation et la capacité des entreprises à aller adresser le marché que de mettre aujourd'hui de plus en plus d'accompagnement vers les individus et donc vers l'individualisation des trajectoires de la compétence. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans le marché, c'est certainement une des façons les plus dynamiques de réussir à exploiter tout le potentiel aujourd'hui de ressources qu'on a dans un marché aujourd'hui. Parce que si on attend de nos entreprises,
l'offre ne rencontre pas toujours la demande, alors qu'une des manières les plus sûres, c'est de donner des moyens plutôt aux individus pour pouvoir construire leur employabilité. Donc, je vais donner la parole à Olivier pour pouvoir éclairer ce sujet. Ce qu'on voulait partager avec vous là, c'était donc en fait un programme qu'on a monté qui s'appelle Réenchanter nos campagnes, qui donc à destination de cadres en reconversion professionnelle et candidats à l'entrepreneuriat à impact. Donc là, finalement, aujourd'hui, dans les profils qu'on recrute dans ce programme-là, c'est un petit peu un condensé de tout ce qu'on vient de dire. C'est aller à 95% des candidats qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont donc déjà une première expérience dans des grands groupes, souvent des expériences d'ailleurs qui sont un petit peu déceptives à la fois en termes de contenu de tâches à réaliser. Ils ont vraiment l'impression que ces collaborateurs, finalement, ils n'ont pas l'opportunité d'exprimer tout leur talent. Et puis surtout, il y a la question du sens. Ils ont l'impression, c'est souvent pas qu'une impression d'ailleurs, de ne pas que leur action finalement au quotidien dans ces entreprises n'a pas de sens. Ils ne voient pas vraiment leur impact par rapport à une contribution qui est d'ordre sociétal ou environnemental. Et cette tendance-là, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment accéléré avec la crise du Covid. Donc, voilà, nous, on a développé ce programme. C'est un parcours, du coup, d'émergence entrepreneuriale qui dure 18 semaines intensives, où l'idée, c'est d'accompagner, du coup, un candidat à l'entrepreneuriat, à la fois dans l'acquisition de méthodes et aussi de postures face à l'innovation pour l'entrepreneuriat. Et en même temps, on l'accompagne pour monter des expérimentations qui vont lui permettre de designer et valider une idée de business qui répond du coup à un besoin de territoire. Voilà, donc c'est un dispositif aujourd'hui qui est assez simple pour accompagner par exemple un collaborateur talentueux certes, mais qui de l'entreprise en fait, mais qui ne trouve plus aujourd'hui sa place dans l'entreprise et qui veut en sortir pour travailler soit pour développer du coup son propre projet sans connexion directe avec l'entreprise ou parfois à côté de l'entreprise pour développer par exemple des activités de son employeur qui ne sont pas prioritaires. Tu peux passer sur l'autre slide, Tristan ? Voilà, donc ce qui est intéressant aussi pour nous ce matin, c'est de voir en fait quels sont les leviers de financement que nos candidats peuvent activer pour financer ce parcours. Donc ce parcours, écoute, aujourd'hui, on le facture à 7 000 € par candidat. Donc, en fonction de la situation du candidat, il y a plusieurs leviers possibles. Si le candidat est dans une démarche individuelle, bien sûr, il peut actionner le CPF. Donc, voilà, c'est le nouveau nom en fait du DIF avec des changements qui sont quand même notables dans le sens où le CPF, c'est vraiment du coup le salarié qui décide à savoir comment il utilise son droit à la formation. Et en même temps, lorsque ce droit il est acquis, il est maintenu même lorsque le collaborateur a quitté l'entreprise. Les CPF aujourd'hui, ça représente entre 1 000 et 3 000 € maximum pour un candidat voilà, qui a travaillé 5 ans dans une entreprise. Plus intéressant, il y a ce qu'on appelle le CPF Transition Pro, ce qui était auparavant le FONGECIF. Alors là, c'est intéressant parce que le CPF Transition Pro, c'est un dispositif de financement qui peut être à la fois activé pour des transitions professionnelles vers l'externe, mais aussi vers l'interne. L'idée, c'est comment on finance le changement de métier dans des parcours individuels.
Donc là, on peut aller jusqu'à 18 000 € de budget formation par individu avec une prise en charge du maintien de salaire. Et globalement, on arrive à des packages qui dépassent les 30 000 € par collaborateur. Et ensuite, on a le dispositif démissionnaire qui est finalement en termes de montant assez proche de ce qu'on a avec le CPF Transition Pro et qui permet d'accompagner financièrement un collaborateur qui quitte l'entreprise dans le cadre d'une rupture à l'amiable et qui souhaite du coup se reconvertir, changer de métier. Voilà. Donc ça, c'est les leviers pour financer des démarches individuelles. Et puis maintenant, on a aussi du coup des démarches collectives. C'est-à-dire que là, on est en fait, c'est non plus seulement la situation du candidat, mais aussi la situation de l'entreprise. Donc, en fonction de l'état de santé de l'entreprise, on a différents dispositifs actionnables pour les entreprises qui sont en bonne santé, évidemment, vous le savez tous. Vous pouvez solliciter vos OPCO pour mettre en place des programmes pour financer en fait des programmes de formation de vos collaborateurs. Voilà, ça, ce sont des discussions que vous avez, qu'il faut avoir, qui sont personnalisées avec les OPCO dont vous dépendez. Et puis, on a le dispositif Transco, ou Transition collective. Donc, c'est un dispositif qui a été lancé il y a déjà quelques années en fait, par le ministère du Travail et qui, comme beaucoup de dispositifs de l'État, met un peu de temps à percoler dans la vraie vie. Alors, c'est un dispositif qui est tout à fait intéressant puisque donc, il concerne en priorité les entreprises qui ont été fragilisées, notamment par la crise, mais qui ne sont pas entrées dans un processus de restructuration. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans un plan de sauvegarde pour l'emploi, ou un plan de départ volontaire. Mais voilà, l'entreprise, avec des partenaires sociaux, ont identifié en fait des activités qui sont fragiles et dont l'avenir est globalement très menacé. Et donc, pour accompagner les collaborateurs qui sont aujourd'hui sur ces emplois menacés, le dispositif Transco permet justement de financer jusqu'à 24 mois de formation, donc avec une enveloppe pareil autour de 18 000 €, plus un maintien de salaire pendant 24 mois vers des métiers d'avenir. Généralement, ce sont du coup quand même des emplois qui sont fléchés vers l'extérieur, c'est-à-dire que l'entreprise et le collaborateur savent que ce métier d'avenir ne se trouve pas dans l'entreprise, mais à l'extérieur. Et puis enfin, donc, il y a les PSE et les plans de départ volontaire. Donc là aussi, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent d'accompagner les collaborateurs vers un nouvel emploi, avec des plans de sauvegarde pour l'emploi. Voilà. Un petit complément sur... Je vais souligner dans ce moment-là, peut-être, c'est de bien voir qu'en fait, ce qui bouge beaucoup, c'est qu'a émergé très fortement le fait de pouvoir adresser les transformations individuelles. Chacun peut aujourd'hui prendre directement en charge sa transformation de sa compétence et de son employabilité. Et parallèlement à ça, il y a une vraie volonté de l'État de faire bouger en ce moment son écosystème traditionnel, OPCO, dispositif Transco, PSE, pour l'organiser dans le maintien, en fait, dans le salariat pour transformer le métier. Donc, du coup, il y a ce double mouvement, en fait, qui agit très fortement en ce moment. Il y a ce mouvement très fort de transformation. Et donc, que vous pouvez bien lire pour vous individuellement, soit à titre individuel, soit au titre des démarches que vous menez, notamment en tant qu'expert de la RH. Ça veut dire que vous avez dans votre boîte à outils
des solutions pour pousser les personnes à se transformer eux individuellement et à monter en compétences et à mener leur propre projet de transformation, ou à vouloir porter certains collaborateurs vers leur métier du futur en interne ou en externe dans des démarches collectives. Et ça, c'est vraiment les points qu'on voulait, sur lesquels vous orienter, parce qu'en ce moment, ça bouge très fortement et le plan de relance cherche à faire bouger ces lignes. Olivier, je te repasse la parole. Je crois que c'est Thomas là. Ouais, juste à titre de conclusion personnelle en lien avec ce que vient de dire Olivier et puis Damien. Là, on a beaucoup regardé qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise avec les trajectoires de ses collaborateurs, comment on les garde, comment on les canalise, etc. On a regardé ce qui se passe, j'allais dire, en amont de l'entreprise, dans les viviers de recrutement, comment on entretient des relations avec ces viviers, comment on carotte dedans pour y trouver les bonnes personnes, etc. Mais il y a quelque chose à quoi on fait assez peu attention par habitude en France, alors que dans d'autres pays comme le Japon, c'est beaucoup plus travaillé. C'est qu'est-ce qui se passe après l'entreprise. Tous les gens qui sont passés par votre entreprise dans un monde aujourd'hui connecté, où les gens ont des CV qui restent sur LinkedIn, et même s'ils ne mettent jamais à jour leur profil LinkedIn, ce truc-là reste. Et même s'ils le modifient, la Wayback Machine ou d'autres sites qui aspirent régulièrement le contenu d'Internet en conservent des photos. Donc, tout ce que vous avez fait vous colle à la peau bien plus qu'avant. Et donc, tous les collaborateurs, ou simplement les stagiaires, ou simplement les candidats qui un jour ont touché votre entreprise, ont effleuré votre entreprise, ont emporté avec elle un peu de son ADN et y ont laissé un peu du leur. Et donc, vous avez, peut-être sans le savoir, tout un écosystème d'alumni, d'anciens, au départ ça veut dire anciens élèves, mais c'est beaucoup utilisé notamment par les boîtes américaines qui ont une marque prestigieuse pour indiquer, voilà, nous avons laissé notre empreinte sur des gens qui ont une carrière importante après. Il y a plein de gens qui sont passés par votre entreprise et qui, sans doute, sans forcément que vous le sachiez, parce qu'ils ne vont pas vous le raconter, racontent l'expérience qu'ils ont eue. Et tout ça contribue à bâtir l'image de votre entreprise auprès de potentiels clients, de potentiels collaborateurs, de potentiels investisseurs, peut-être de régulateurs, si vous êtes une population régulée, un métier réglementé, etc., etc. Donc, vous avez plein de gens qui sont vos collaborateurs et qui travaillent bien ou qui ne travaillent pas bien, au sens qu'ils travaillent dans votre intérêt ou pas dans votre intérêt, mais vous ne le savez pas, ils ne sont pas tous visibles. Donc, faites attention et utilisez les réseaux interpersonnels de vos collaborateurs qui sont peut-être restés en contact avec ces gens-là, ou utilisez les réseaux visibles, matérialisables, numériques, pour conserver la trace de ces gens-là et essayer de regarder un peu ce qu'ils peuvent faire et peut-être les inciter à faire des choses pour vous. À nouveau, il y a des pays dans lesquels ça fait partie du package de retraite que de vous donner des éléments de langage pour que vous soyez capable de travailler à nouveau pour amener des gens vers l'entreprise. On vous fait parfois venir pour une soutenance vis-à-vis d'un client et vous êtes rémunéré pour ça. Et là, comme on le disait, comme il y a pas mal de gens qui vont vouloir sortir du salariat, mais pas forcément vouloir sortir de la relation avec votre entreprise. Ils l'aiment bien, ils veulent continuer à travailler pour elle, mais plus dans les mêmes conditions. Vous devez accompagner ce mouvement-là, parce que vous ne pouvez ni le nier, ni l'empêcher. Donc, vous devez en avoir conscience, vous devez l'accompagner. Et pour l'accompagner, les dispositifs qu'évoquait Olivier peuvent être utiles. Ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez être accompagné. Encore faut-il que vous en ayez conscience, encore faut-il que vous le demandiez aux acteurs qui étaient évoqués, les OPCO, BPI France, etc. J'en oublie plein. Mais c'est intéressant là aussi d'avoir un dialogue avec eux. Eux, ils sont un peu là à dire comment on peut vous aider. Allez les voir en disant vous pouvez nous aider de cette façon. Donc, c'est réellement une attente aujourd'hui, en fait, des partenaires de la transition professionnelle, que sont les OPCO, l'association Transition Pro, les centres en évaluation professionnelle et aussi les représentants de l'État à travers les directs, de connaître en fait les besoins, les nouveaux besoins de filières, notamment pour mettre en place pour accompagner cette transition de savoir, d'expertise et d'organiser finalement les flux de collaborateurs qui sont dans des filières avec peu d'avenir vers des filières sous lesquelles on a des métiers sous tension. Ils sont réellement en attente
de réflexion et de proposition. Donc voilà, c'est une vraie… finalement, c'est une proposition qu'on vous fait là. Est-ce que… voilà, qui veut participer à la construction, à la réflexion justement de ces nouveaux parcours? Il y avait une question d'ailleurs sur comment réinventer la GPEC. C'est un sujet du coup sur lequel, quand on a été interrogé sur l'OPCO, sur les métiers du multimédia, on a justement travaillé avec Thomas sur la capacité en fait à notamment challenger en fait des vraies stratégies de filière et de valeur par entreprise. Parce que en fait, c'est vrai que par rapport aux approches classiques de la GPEC, ça nécessite aujourd'hui de comprendre les ruptures technologiques, de challenger les stratégies des entreprises et sur comment pivoter et surtout, du coup, comment aider à transformer en interne les métiers et comment employer le gain d'employabilité et notamment ne se retrouve pas avec des compétences qui se retrouvent décrochées par rapport au marché, et puis à être capable d'essayer d'intégrer des nouveaux métiers et notamment parfois dans un modèle indépendant. On n'est pas toujours obligé de faire de l'acquisition de compétences en CDI et dans un contrat traditionnel. Et savoir travailler en entreprise élargie, ça rebondit un peu sur la deuxième question, ça ne s'oppose pas avec l'idée de résultats collectifs. Donc, le fait, par exemple, de voir des salariés partir entreprendre, par exemple, dans le programme comme celui d'Olivier, n'est pas forcément une perte pour l'entreprise, puisque c'est un gain en bien commun, et c'est peut-être demain des gains de partenariat avec l'entreprise si l'entreprise sait s'en saisir.